courage, docteur Benbitra. Merci à vous. Alors, bonsoir tout le monde. Les complications de la lithiase biliaire, la lithiase vésiculaire, pardon. Là, c'est une image qui montre les différents composants anatomiques des voies biliaires. En commençant par les voies biliaires intrahépatiques, il y a les canaux biliaires intrahépatiques qui vont fusionner pour donner le canal hépatique postérieur droit et le canal hépatique gauche. Les deux canaux se rejoignent pour donner un canal hépatique commun. Et l'union du cystique qui vient de la vésicule biliaire avec le canal hépatique commun donne ensuite le cholédoque ou la partie distale de la VBP. Le cholédoque et le virsung, qui est le canal principal du pancréas, de la glande pancréatique, vont se rejoindre au niveau du duodénum, du mur duodénal, au niveau d'une partie qu'on appelle le sphincter d'Oddi. Elle est aussi appelée l'ampoule de Vater. Alors, la vésicule biliaire, on a le cystique, on a l'infundibulum biliaire ou le fundus, une région juste au-dessus du cystique qu'on appelle le col vésiculaire, et puis il y a le corps et le fond vésiculaire qu'on appelle le fundus. Alors, la lithiase vésiculaire symptomatique, le symptôme le plus typique est la colique hépatique. C'est une douleur qu'on appelle la colique hépatique. Elle est due à la mise en tension brutale des voies biliaires par un blocage transitoire, temporaire d'un calcul. Le blocage se fait soit dans le canal cystique, soit dans la voie biliaire principale. La colique hépatique est une douleur brutale, souvent intense, elle est permanente, elle siège dans l'épigastre dans 2/3 des cas, ou bien elle siège dans l'hypocondre droit, elle inhibe l'inspiration forcée et elle irradie vers l'épaule droite ou la fosse lombaire droite. Cette douleur dure de quelques minutes à plusieurs heures. La colique hépatique n'est par définition pas associée à un syndrome infectieux ou à une rétention biliaire prolongée, comme l'ictère, puisque le blocage lithiasique est transitoire. Alors, la colique hépatique, quand on parle de colique hépatique, on ne parle pas d'ictère, il n'y a pas d'obstruction et il n'y a pas de syndrome infectieux. L'examen clinique doit chercher un signe particulier qu'on appelle le signe de Murphy, c'est-à-dire une douleur provoquée lors de l'inspiration forcée par la palpation de l'aire vésiculaire. L'aire vésiculaire, c'est la jonction des arcs costaux et du bord externe droit des grands droits de l'abdomen. Là, c'est le signe de Murphy. On palpe profondément sous le rebord costal droit sur la ligne médioclaviculaire. On demande ensuite au patient de prendre une inspiration profonde et s'il y a une douleur au site de la palpation qui empêche le patient de terminer son inspiration, on dit que le test est positif et qu'il y a bien un signe de Murphy. Alors, à la biologie, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une élévation plus ou moins importante des transaminases
qui témoigne de la migration lithiasique. Cette élévation peut être importante et très fugace, normalisation ou forte diminution en 48 heures, parce que on a dit que c'est transitoire. En revanche, les enzymes de la cholestase, les gamma-glutamyl transpeptidases ou les phosphatases alcalines, sont rarement élevées en l'absence d'un obstacle biliaire persistant. L'obstacle est transitoire, on aura une anomalie des bilans hépatiques qui peut toucher les transaminases de façon transitoire. À l'imagerie, l'échographie est l'imagerie de première intention. Elle montre avec une sensibilité de 95% des calculs vésiculaires, même de toute petite taille. La sensibilité de l'échographie est supérieure à celle du scanner ou celle de l'IRM. Si la clinique est évocatrice et l'échographie n'est pas contributive, on est en droit de demander une écho-endoscopie. Alors, c'est quoi cette écho-endoscopie? L'écho-endoscopie est une technique qui utilise une sonde d'échographie fixée au bout d'un endoscope. Ça, c'est un peu pour vous simplifier, en passant par la bouche dans l'estomac et dans le duodénum, comme une gastroscopie. On peut réaliser une analyse ensuite échographique très précise de la vésicule biliaire, des canaux biliaires et des canaux pancréatiques. On peut aussi visualiser s'il y a des ganglions au niveau de cette région et une petite partie du foie. On peut ainsi dépister, analyser les petits calculs, ainsi que d'éventuels kystes ou masses tissulaires existantes. Alors, l'échoendoscopie, si l'échographie n'est pas contributive. Comment prendre en charge cette douleur qu'on appelle la colique hépatique? Le traitement de la douleur est réalisé en urgence par voie parentérale. Il associe des antispasmodiques comme le fluoroglucinol, c'est le spasfon, et des antalgiques comme le paracétamol. Une fois la crise douloureuse calmée par ce traitement et en l'absence d'obstacle de la voie biliaire principale, une cholécystectomie, c'est-à-dire l'ablation de la vésicule biliaire, doit être réalisée rapidement, généralement dans le mois qui suit, afin d'éviter une récidive ou une complication. La distinction entre une lithiase biliaire symptomatique ou compliquée est d'ordre sémantique. Par habitude, la lithiase symptomatique correspond à la colique hépatique. La lithiase compliquée, elle correspond à une complication infectieuse, c'est-à-dire fièvre, obstructive, ictère ou pancréatique, une pancréatite aiguë. On peut avoir une cholécystite aiguë, une angiocolite, une pancréatite aiguë. Alors, quand on parle de colique hépatique, c'est qu'il n'y a pas ni fièvre. Le bilan hépatique est transitoirement anormal, qui revient à la normale dans les 48 heures, et la lipasémie est normale. Alors, les complications infectieuses, on commencera par les complications par la cholécystite. La cholécystite aiguë, c'est une inflammation de la vésicule biliaire liée dans 90 à 95% des cas à la présence de calculs qui obstruent le canal cystique de façon prolongée. On parle là de façon prolongée et non transitoire, ce qui va provoquer une stase biliaire, une inflammation, puis des lésions ischémiques de la muqueuse.
Cliniquement, elle se traduit par un syndrome infectieux associé à des douleurs de l'hypocondre droit qui se prolongent au-delà de 24 heures et qui peuvent être accompagnées de frissons. Il n'y a généralement pas d'ictère puisque la voie biliaire principale n'est généralement pas concernée par cette complication. Mais on peut avoir une obstruction de la VPP associée à une cholécystite dans moins de 10% des cas. L'examen clinique révèle une douleur et parfois une défense de l'hypocondre droit. On l'a déjà vu, c'est un signe de Murphy positif avec associé à une fièvre. Sur le plan biologique, il existe une hyperleucocytose APNN, une CRP positive, une perturbation du bilan hépatique, gamma-GT, phosphatase-canine, les enzymes des alates, les azates, la bilirubine, et il faut faire une recherche d'une pancréatite, il faut doser la lipase. Si elle est supérieure à 3 fois la normale, ça suggère la présence d'une pancréatite aiguë. Les hémocultures, puisqu'on est devant un syndrome infectieux, on doit être fait pour réaliser. Alors, quelle morphologie demander? L'échographie confirme le diagnostic en montrant un épaississement de la paroi vésiculaire. L'épaississement est défini par une paroi vésiculaire supérieure à 4 mm associée à la présence d'un calcul vésiculaire. On cherche bien sûr des signes de complications comme les abcès de la paroi vésiculaire, un épanchement périvésiculaire et une dilatation de la voie biliaire principale qui peut signer une migration au niveau de la VBP, du calcul. Le passage de la sonde d'échographie sur la vésicule augmente la douleur. C'est ce qu'on appelle un signe de Murphy échographique. Alors, à l'écho, dans la cholécystite aiguë, pour confirmer le diagnostic, on visualise un calcul vésiculaire avec une paroi vésiculaire épaissie de plus de 4 mm. Là, c'est des images échographiques typiques d'une cholécystite aiguë. Il y a là du liquide périvésiculaire qui est visualisé sur le côté gauche de la vésicule biliaire. Les calculs et les débris sont, là, ça c'est des calculs et ça c'est des débris. Ça c'est la vésicule, notre vésicule. Et ça, s'il y a du liquide en périvésiculaire. Sur l'autre image, la B, on voit de fausses membranes à l'intérieur de la vésicule. Ces fausses membranes signent en général la présence d'une cholécystite gangréneuse qui est due à l'ischémie de la paroi vésiculaire. À la TDM, il y a une distension. La TDM, c'est le scanner. Il y a une distension vésiculaire et un épaississement de la paroi. Elle est moins sensible pour la détection, on parle de la TDM, qui est moins sensible pour la détection de calculs vésiculaires quand ils ne sont pas calcifiés, mais peut être très utile pour la recherche de complications comme les abcès, les cholécystites gangréneuses et emphysémateuses. L'IRM, son apport est légèrement supérieur à la TDM. La TDM et l'IRM sont deux examens qui peuvent être demandés si le diagnostic reste incertain après une échographie. Là, on voit sur cette image, sur cette IRM, avec injection de contraste, un épaississement
de la paroi vésiculaire avec des calculs pardon, à l'intérieur de la vésicule. Ça, c'est le même malade avec une TDM. Et vous voyez qu'on visualise mieux sur une IRM cet épaississement et même la présence de calculs. Alors, la cholécystite aiguë elle-même peut se compliquer d'une pyocholécyste, c'est la présence de pus dans la vésicule, de péritonite biliaire, qui est due à une perforation vésiculaire suite à une cholécystite gangréneuse ou emphysémateuse, et même on peut avoir une fistulisation biliaire dans le duodénum, la vésicule qui se fistulise dans le duodénum. On peut avoir une migration par cette fistule de calculs, de gros calculs, de volumineux calculs, qui peuvent obstruer même les intestins et donner un syndrome d'occlusion particulier qu'on appelle l'iléus biliaire. Là, c'est une cholécystite emphysémateuse sur un ASP. Vous voyez de l'air qui est anormalement présent au niveau de l'hypocondre droit dans la lumière à l'intérieur de la vésicule, dans la lumière vésiculaire, qui peut signer une complication et qu'on appelle la cholécystite emphysémateuse. Là, sur le même malade, la cholécystite emphysémateuse, sur un scanner, on voit bien de l'air dans la paroi vésiculaire qui est anormalement présente. Normalement, on n'a pas d'air dans la paroi ni dans la vésicule biliaire. Là, sur la troisième image, on voit un abcès périvésiculaire. Alors, depuis quelques années, il y a une classification très utilisée pour poser le diagnostic de cholécystite aiguë selon des critères de diagnostic qu'on appelle le Tokyo Guidelines. Il y a des signes, ces critères englobent des signes locaux d'inflammation, la présence d'un signe de Murphy, une sensibilité, une douleur, une masse de l'hypocondre droit à l'examen clinique. Il y a la biologie, une réponse inflammatoire systémique qui englobe la fièvre, la CRP élevée et l'hyperleucocytose ou la leucopénie. Et un troisième volet, l'imagerie, caractéristique d'une cholécystite. Alors, le diagnostic suspecté, s'il y a un signe local d'inflammation ou une réponse inflammatoire systémique biologique, et le signe est confirmé si on adjoint à ces deux signes une image caractéristique d'une cholécystite sur un scanner ou sur une échographie. Bien sûr, il ne faut pas oublier d'éliminer l'hépatite aiguë, la cholécystite chronique et les autres maladies qui peuvent donner une douleur abdominale aiguë qui peut prêter confusion. Là, c'est des critères de gravité selon toujours le Tokyo Guidelines.
On a 3 stades de gravité, légère, modérée et sévère. Alors, il y a un cas particulier du sujet âgé. La morbidité et la mortalité de la maladie lithiasique augmentent avec l'âge. La clinique est beaucoup plus souvent fruste et trompeuse chez le sujet âgé parce que les symptômes sont moins bien corrélés à la gravité. Comment prendre en charge la cholécystite aiguë? Il y a une prise en charge médicale qui inclut un remplissage vasculaire adapté, une antibiothérapie à large spectre dirigée vers les germes digestifs, secondairement adaptée à un antibiogramme suite à une hémoculture, soit d'un prélèvement péropératoire de la bile vésiculaire. Un traitement de la douleur par des antalgiques et bien sûr, un volet chirurgical, c'est la cholécysectomie qui doit être réalisée en urgence. C'est un calcul de la voie biliaire principale est associée à la cholécystite. Il est traité dans le même temps opératoire si la VPP n'est pas trop inflammatoire et reste accessible. Sinon, on peut poser un drain cholédocien qui est laissé en place et on demandera une sphinctérotomie endoscopique biliaire qui est réalisée secondairement. La cholécystite chronique, la deuxième complication infectieuse de la lithiase biliaire, c'est une complication tardive, surtout chez le sujet âgé, qu'on voit souvent chez le sujet âgé. La cholécystite chronique est presque toujours en rapport avec des calculs biliaires et des épisodes antérieurs répétés de cholécystite aiguë. Les lésions de la paroi vésiculaire évoluent d'un modeste infiltrat de cellules inflammatoires chroniques jusqu'à une fibrose. Cette fibrose conduit à une vésicule scléroatrophique qui va se calcifier et donner un aspect qu'on appelle la vésicule porcelaine. La cholécystite chronique est souvent asymptomatique ou symptomatologie modérée. On peut avoir des coliques hépatiques récurrentes dues à une obstruction intermittente du canal cystique par les calculs biliaires. Ces épisodes de douleur ne sont pas nécessairement accompagnés d'inflammation évidente de la vésicule. Il n'y a pas de liaison entre le degré d'inflammation et l'intensité ou la fréquence des coliques biliaires, et la fièvre est habituellement absente. L'échographie ou le scanner montre habituellement des calculs biliaires et parfois une vésicule rétrécie et fibrotique. Le diagnostic est posé chez le patient présentant des antécédents de coliques hépatiques récurrentes avec des calculs biliaires visibles à l'échographie. La choléscintigraphie peut montrer une non-visualisation de la vésicule biliaire en absence d'antécédents de cholécysectomie, mais cet examen reste moins précis. Là, c'est une vésicule porcelaine. La paroi est calcifiée, la densité est augmentée. Regardez, c'est la même densité que l'os vertébral. Parce que la paroi est calcifiée. Bien sûr, c'est sans injection. Hein. Qui est hyperdense, il n'y a que les os qui sont hyperdenses, les os du thorax, voilà, les vertèbres. Là, il y a une calcification aortique. Et ce qui nous intéresse, c'est la paroi vésiculaire qui est entièrement calcifiée et donner cet aspect de vésicule porcelaine. Alors, la cholécystite chronique elle-même peut se compliquer et la complication la plus redoutable, c'est la dégénérescence en calculo-cancer.
Il y a des lésions de cholécystite chronique qui sont retrouvées dans plus de 75% des cancers de la vésicule biliaire. Alors, devant une cholécystite chronique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever cette vésicule biliaire. Avant l'intervention, le traitement médical symptomatique comprend le régime pauvre en graisse, des antispasmodiques comme le Spasfon et des sédatifs, des antalgiques. En cas de calcul au cancer, bien sûr, ce sera la chirurgie et ou la chimiothérapie. La deuxième complication infectieuse ou la troisième complication infectieuse de la lithiase biliaire, c'est l'angiocolite. L'angiocolite aiguë est définie par une infection systémique définie par une inflammation aiguë des canaux biliaires consécutive d'une part à l'obstruction partielle ou totale du cholédoque par des calculs, dans notre cas, mais peut être due à une sténose ou à une compression extrinsèque. D'autre part, il y a une pullulation bactérienne qui est associée à une augmentation, une pullulation bactérienne qui, associée à une augmentation de la pression intracanalaire, favorise la translocation bactérienne vers la circulation systémique. Alors, on a une obstruction, une pullulation, et cette obstruction et pullulation bactérienne va engendrer une translocation bactérienne des germes de la bile vers la circulation systémique, vers le sang. L'angiocolite aiguë se traduit par l'apparition successive en 48 heures de 3 signes: douleur biliaire, fièvre élevée, ictère. Ces signes sont classiquement présents dans 50 à 70% des cas sous la forme de la triade de Charcot. La pentate de Reynolds, c'est la triade de Charcot associée à des troubles de l'état de conscience et à des signes de choc. La pentate de Reynolds a été décrite et observée dans moins de 30% des cas. Le syndrome infectieux dans l'angiocolite aiguë est souvent au premier plan. Il peut être sévère avec une bactériémie, une septicémie, voire un choc septique. Il peut entraîner une insuffisance rénale organique. Parfois, la lithiase de la voie biliaire principale peut ne se manifester que par l'un de ces trois symptômes isolés: douleur, ictère ou fièvre. Ou on peut avoir une association de deux symptômes. La biologie, dans l'angiocolite aiguë, on peut avoir une hyperleucocytose, APNN, une cholestase associée à un degré plus ou moins important d'élévation de la bilirubine, une cytolyse avec élévation des transaminases, qui est très fréquente à la phase aiguë de constitution de l'obstruction biliaire. La biologie peut mettre en évidence une complication, une insuffisance rénale, d'abord fonctionnelle puis organique, une thrombopénie septique, et on peut avoir une pancréatite aiguë suite à l'obstruction au niveau ampulaire. Les hémocultures qui sont systématiques reviennent souvent positives et peuvent orienter le traitement. Là, c'est en cas d'angiocolite, la triade de Charcot, on a dit, cliniquement, c'est ictère, coloration jaune des téguments, fièvre et la douleur. On a une obstruction au niveau de la VPP du calcul. Cette stase va permettre la pullulation et la pullulation bactérienne et la translocation au niveau du sang.
L'échographie et l'examen de première intention en cas d'angiocolite aiguë, il peut montrer une lithiase vésiculaire, une dilatation de la voie biliaire principale et confirmer avec une sensibilité de 30 à 50% la présence de calculs dans la voie biliaire principale. Mais c'est un examen qui peut être gêné par les gaz intestinaux. Il visualise mal la partie distale de la VBP. Ça, c'est une échographie qui visualise un calcul arrondi avec cône d'ambre au niveau de la VBP. J'ai un patient qui présente une angiocolite. Ça, c'est le calcul hyperéchogène. Et là, il y a une cône d'ambre qui est un signe pathognomonique d'un calcul. La TDM n'est pas affectée par les gaz intestinaux, c'est pour ça que c'est intéressant de la faire, mais elle montre généralement des signes indirects biliaires, comme la dilatation de la voie biliaire, et sa sensibilité est faible pour la détection des calculs biliaires. C'est un examen qui reste utile pour la recherche de complications comme l'abcès et la thrombose portale. On a dit que sa sensibilité est faible pour la détection des calculs biliaires, d'où l'intérêt de la cholangio-IRM. Un examen non invasif, examen de choix pour la détection des lithiases de la VBP avec une sensibilité de 98%, une sensibilité qui approche les 100%. La cholangio-IRM, appelée aussi bili-IRM, est utile pour l'évaluation de l'inflammation de l'arbre biliaire et la recherche de complications. Mais en raison de sa non-disponibilité dans tous les hôpitaux, dans tous les secteurs sanitaires et de son coût aussi élevé, il n'est pas considéré comme l'examen de première intention. On le demande généralement si l'écho et la TDM qui sont plus accessibles et plus disponibles sont non contributifs. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de demander une bili-IRM ou une cholangio-IRM d'emblée, après une échographie, bien sûr. Là, c'est une coupe frontale d'une IRM qui montre une vésicule biliaire et la VBP qui est siège au niveau du bas-cholédoque d'un calcul, une voie triangulaire. Ça, c'est une autre image d'une bili-IRM. Ça, c'est une IRM. L'image à gauche, c'est des coupes frontales d'une IRM abdominale ou une IRM hépatique. Et là, à droite, c'est une séquence de bili-IRM ou cholangio-IRM. On a des calculs qui apparaissent comme des zones vides de signal, c'est-à-dire il reste noir. Là, on voit un autre calcul dans le canal hépatique gauche. Et là, c'est la vésicule biliaire à droite. Et on a ici une image qui ressemble à la vésicule biliaire, mais elle est au niveau intrahépatique et qui est évocatrice d'un kyste hépatique. Tout ce qui est rempli de liquide, il apparaît en hypersignal dans la bili-IRM. L'hypersignal, c'est-à-dire il apparaît en blanc. Là, vous voyez, là, c'est au niveau du... Ça, c'est un kyste rénal. Là.
il est liquidien et il apparaît en hypersignal. Ça, c'est la TDM. Là, on a la VBP avec deux images arrondies de haute densité. Alors, à l'IRM, on parle de hypersignal quand c'est blanc. Là, à la TDM, on parle de densité. Là, c'est une image sans injection. L'aorte, elle a la même densité que le parenchyme hépatique, vous voyez, c'est qu'on n'a pas injecté de produit. Et le calcul, il apparaît blanc par rapport au parenchyme hépatique. On dit qu'il est hyperdense. Voilà. Sur l'autre image, c'est une TDM avec injection. Vous voyez le rein et l'artère rénale, comment elles sont en hyperdensité comparé à l'autre image sans injection. L'aorte aussi, par rapport au parenchyme hépatique, elle est plus dense parce qu'on a injecté du produit Trantraste. Et la densité du calcul, elle devient faible en raison à la fois de l'effet de contraste sur les organes environnants. Alors, vaut mieux la visualiser. Ils sont plus visuels, ils sont mieux visualisés, les calculs, sur une TDM sans injection. On parle du scan. L'échondoscopie peut être très utile en cas d'angiocolite aiguë. C'est un examen invasif comparé à l'IRM. Il est fait sous anesthésie et c'est un examen surtout très peu disponible. C'est un meilleur examen que la cholangio-IRM pour la détection des calculs de moins de 5 à 4 mm. Il peut également mettre en évidence l'épaississement de la paroi des voies biliaires. Il peut signer l'angiocolite. Comme pour la cholécystite aiguë, il y a des critères de diagnostic qui ont été établis dans les recommandations de Tokyo 2018. On a la clinique, la fièvre ou à supérieur à 38 degrés Celsius ou frisson, une réponse inflammatoire systémique, une hyperleucocytose, une thrombopénie. Là, après, il y a une erreur là, je m'excuse. Alors, la clinique, il y a d'abord le syndrome. Là, c'est le syndrome infectieux. Fièvre ou frisson, réponse inflammatoire systémique, CRP positif ou leucopénie hyperleucocytose. Deuxième, c'est la présence d'un ictère ou des tests hépatiques perturbés. Un bilan hépatique perturbé. Et c'est, à l'imagerie, on a une dilatation des voies biliaires et un obstacle visible, soit un calcul, dans notre cas, dans le cas d'angiocolite lithiatique, ou sténose, ou la présence d'un stent biliaire. Alors, le diagnostic suspecté, si vous avez un seul élément de A avec un élément de B ou un élément de C, et le diagnostic est confirmé si vous avez un élément de A avec un élément de B et un élément de C.
D'autres éléments peuvent aider au diagnostic, comme la présence d'une douleur épigastrique ou de l'hypocondre droit, des antécédents de pathologie biliaire, de cholécystictomie ou d'intervention sur les voies biliaires qui peuvent orienter à l'étiologie lithiasique de l'angiocolite. Comment elle est prise en charge l'angiocolite? Il faut traiter dès la suspicion du diagnostic. On hospitalise et on donne des antibiotiques. Par voie parentérale, l'antibiothérapie est initiale au début, en attendant qu'il y ait un antibiogramme suite à l'hémoculture qui a été réalisée. Un schéma de réhydratation sera administré. On donnera de la vitamine K pour augmenter le TP. Et bien sûr, faire une CPRE pour désobstruer la voie biliaire principale. Alors, la prise en charge de l'angiocolite comprend une antibiothérapie et une désobstruction de la VPP via une CPRE. C'est quoi la CPRE? La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique est un examen pratiqué sous anesthésie. Il consiste à opacifier les voies biliaires grâce à un cathéter introduit dans la papille duodénale. Et la CPRE peut déboucher sur des gestes thérapeutiques. On fait une sphinctérotomie, c'est-à-dire on coupe le sphincter d'Oddi, on extrait le calcul de la voie biliaire principale ou on permet un drainage grâce à la mise en place d'une endoprothèse, d'une prothèse biliaire. Alors, une autre complication de la lithiase vésiculaire, c'est une complication obstructive connue sous le nom de syndrome de Mérisy. Alors, le syndrome de Mérisy est une compression de la voie biliaire principale par un calcul enclavé dans le collet vésiculaire ou le canal cystique. Là, c'est un calcul au niveau du cystique ou au niveau du canal du collet vésiculaire qui vont comprimer, induire une réaction inflammatoire et vont comprimer la VBP. La douleur est le symptôme le plus commun dans le syndrome de Mérisy, retrouvé jusqu'à 100% des cas. L'ictère est retrouvé chez un quart à 100% des patients aussi. La triade biliaire de Charcot est présente jusqu'à 71% des patients. La cholécystite aiguë a été rapportée chez un tiers des patients présentant un syndrome de Mérisy. Et on peut avoir, bien sûr, un syndrome angiocolytique typique, puisqu'il y a obstruction de la VBP. On a rarement un amaigrissement, une pancréatite aiguë et une perforation vésiculaire. Le syndrome de Mérisy peut être parfois asymptomatique. À la biologie, on a un syndrome de cholestase, on peut avoir un syndrome infectieux. L'échographie complétée par un scanner montre une dilatation des voies biliaires au-dessus du collet vésiculaire, puisque la compression est faite à ce niveau. Elle peut montrer également un calcul impacté dans le collet vésiculaire, un épaississement pariétal parfois limité à l'infundibulum vésiculaire autour du calcul, qui vient comprimer les éléments du pédicule hépatique dans la VBP. Devant un syndrome de Mérisy, il est très important
d'éliminer le diagnostic de calculo-cancer. La cholangiographie IRM ou la bili-IRM permet de mettre en évidence un calcul enclavé au collet vésiculaire ou dans le canal cystique avec une compression du canal hépatique commun. On peut avoir une dilatation des canaux biliaires en amont de l'obstacle. La bili-IRM peut différencier une masse tumorale d'une lésion inflammatoire. La prise en charge du syndrome de Merizi, bien sûr, consiste à l'ablation de la vésicule biliaire. Une autre complication, c'est la pancréatite aiguë biliaire qui peut compliquer la lithiase vésiculaire. 40% des pancréatites aiguës sont d'origine biliaire. 80% des pancréatites aiguës bénignes et 20% la pancréatite aiguë biliaire peut être dans 80% des cas bénignes et elle peut être grave dans 20% des cas. Alors, la pancréatite est une inflammation aiguë de la glande pancréatique qui peut aller de l'œdème jusqu'à la nécrose pancréatique. Alors, c'est quoi la physiopathologie de la pancréatite? On a une obstruction transitoire du canal pancréatique par un calcul, puisqu'il débouche, le Wirsung et la VPP débouchent dans le même canal, dans l'ampoule. Alors, tout obstacle de cette région peut retentir sur le Wirsung. La pancréatite aiguë est définie par la présence de douleurs abdominales avec une lipasémie, un taux de lipase supérieur à 3 fois la normale. Le diagnostic d'orientation de l'étiologie biliaire de la pancréatite, l'augmentation de transaminase qui est supérieure à 3 fois la normale a une bonne spécificité et une valeur prédictive positive de 95%. Mais sa sensibilité est mauvaise. La présence de lithiase vésiculaire à l'échographie aussi peut orienter vers l'étiologie biliaire de la pancréatite aiguë, mais on a dans 25% de faux négatifs. Si bien sûr il y a doute sur l'étiologie biliaire de la pancréatite, il faut faire une écho-endoscopie pour visualiser la lithiase au niveau de l'ampoule ou du bas cholédoque et même rechercher des lithiases au niveau de la vésicule biliaire. Alors, comment prendre en charge cette pancréatite? Qu'elle soit bénigne ou grave, il faut toujours demander un bilan hépatique et une échographie. S'il y a une obstruction, c'est-à-dire une bilirubinémie supérieure à 20 micromoles par litre, ou s'il y a une association à cette pancréatite d'un tableau d'angiocolite grave, il faut faire une CPRE urgente dans les 72 heures. Il y a plusieurs scores clinico-biologiques adoptés pour évaluer la gravité. Le score maintenant le plus utilisé, c'est le SIRS, le syndrome de réponse inflammatoire systémique, qui peut réunir, qui est positif si 2 ou plus des conditions suivantes qu'on va énumérer est présente. Une fièvre avec une température inférieure à 36 degrés Celsius ou supérieure à 38 Celsius, une fréquence cardiaque accélérée, plus de 90 par minute, une fréquence respiratoire de plus de 20 mouvements par minute, une hyperleucocytose ou une leucopénie,
ou présence de formes immatures circulantes qui sont supérieures à 10% des cellules. Ce score de Sears, il prédit de la gravité de la pancréatite. Il y a des scores radiologiques sur la TDM, comme le score de Balthazar. Comment prendre en charge cette pancréatite aiguë? En cas de pancréatite grave, il faut transférer le malade dans un centre spécialisé, c'est-à-dire où il y a un service de réanimation, de soins intensifs. En cas de pancréatite bénigne, on fait une TDM à 72 heures, à J3. On fait une biliaire, une échondoscopie si elle est disponible. Puis, selon les résultats, on traite par une CPRE et une cholécystectomie. De préférence, faire la cholécystectomie à la même hospitalisation. Alors, pour conclure ce cours, on dit que la lithiase biliaire est une situation fréquente dont les complications ne sont pas rares. Le diagnostic est important car les complications peuvent être graves. La cholécystite est la complication la plus fréquente. L'échographie est l'examen de choix, de première attention, complété souvent par la TDM. Parfois, l'échondoscopie peut être utile pour le diagnostic. Le risque de calculo-cancer en cas de cholécystite chronique chez le sujet âgé et le traitement des complications qui reposent essentiellement sur l'ablation de la vésicule biliaire, ce qu'on appelle une cholécystectomie. Merci.